Pour cette dernière émission, avant l'été, on a eu envie de vous parler d'un livre coup de cœur, un livre qui nous fait sauter dans la machine à remonter le temps. Bonsoir Nicolas Espitalier. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Sud-Ouest, écrivain. C'est un livre inclassable qui cartonne en librairie. On le voit là, Vertige Coquelicot. C'est aux éditions du Hérodios. Il est question de boucles d'oreilles cerises, du spleen de province, de la peau des mandarines ou encore de l'armoire qui vit chez moi, enfin plutôt chez vous. Peut-être on peut commencer par le titre Vertige Coquelicot. Pourquoi ce titre ? Parce que d'abord il faut choisir un titre. C'est vrai. J'étais obligé de piocher dans le recueil un titre et je voulais que ce soit le titre de l'un des petits textes puisque ce sont 70 petits textes qui ont chacun leur titre. Certains sont des jeux de mots, certains sont plus ou moins évocateurs. Et j'ai choisi Vertige Coquelicot parce que par élimination, sur les premiers textes que j'avais sélectionnés, c'était le plus parlant, le plus concret, qui disait le mieux les choses. J'ai failli en changer parce que d'aucuns m'ont dit mais tu vas louper ta cible, Vertige Coquelicot, ça fait un peu... On ne comprend pas trop. Ouais, poésie bucolique, de quoi ça parle en fait. Puis j'ai eu beau chercher, j'ai jamais trouvé mieux que ce titre, qui était évidemment le nom du document Word que j'avais envoyé à mon éditrice, vertigecoquelicot.doc. Et qui est, vous le disiez, qui fait écho à une des nouvelles de ce recueil et qui parle de ces pétales de coquelicot qu'utilisait votre grand-mère pour en faire des petites poupées. Exactement, vous l'avez bien lu, elle racontait qu'elle faisait ça dans les prés du Lot-et-Garonne où elle gardait les vaches, donc il y a à peu près un peu moins d'un siècle de ça, et elle repliait les pétales, nouait une ceinture d'herbe pour faire des petites poupées. Et vous concluez d'ailleurs cette nouvelle en disant « Il y a un battement de cils et ma grand-mère a disparu, mais j'y pense à chaque fois que je vois un coquelicot, les anciens se trompent quand ils disent « de mon temps » parce qu'on vit dans le même ». C'est vrai. Je dis dans le même, j'écris que nos vies sont si courtes à l'échelle de l'univers, comme des battements de cils, que c'est déjà miraculeux d'être contemporain. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y avait assez peu de chances qu'on vive en même temps. Vous dites qu'on avait moins de chances de se rencontrer que de gagner à l'euro-million. C'est vrai, en profiter. Alors votre livre, il parle justement du temps qui passe, mais aussi de l'amour, de la mort. Dit comme ça, on pourrait dire que ce sont des textes extraits d'un recueil philosophique, mais alors pas du tout. Ce sont des nouvelles qui étaient des éditos écrits dans votre journal, dans Sud-Ouest. Oui. J'ai la chance, ce journal me laisse la chance d'écrire un peu ce que je veux dans la première page du MAG, qui est l'hebdomadaire du journal Sud-Ouest, distribué le week-end avec notre quotidien. Et dans cette page, depuis 2018, j'écris ces petits éditos qui sont un peu aussi des fables à la fois, un peu à contretemps de l'actualité, par la nature même du support sur lequel ils sont publiés. C'est un des textes qui donne la bienvenue aux lecteurs dans ce magazine. C'est une façon de dire bonjour aux lecteurs, un petit peu. Mais on n'est pas du tout sur de l'édito traditionnel comme on pourrait l'imaginer. Non, c'est pas du tout le même exercice, effectivement. Alors ça existe par ailleurs. C'est quand même de l'édito puisque c'est quelqu'un du support qui vous accueille et qui vous parle de ce qu'il décide de mettre en avant. Et évidemment, par la nature du support et puis par mes goûts personnels, ça parle un peu de tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi. Oui. C'est drôle que vous dites surtout n'importe quoi, mais vous le conceptualisez un peu en disant finalement c'est un bon début pour écrire un texte. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a la phrase ça peut parler de tout et n'importe quoi, mais comme j'ai conscience qu'on ne peut pas parler de tout, je préfère écrire sur n'importe quoi. Donc c'est un peu le concept de l'exercice. Par exemple, une armoire. Oui. Vous tenez quand même sur une armoire pendant 2 pages, et c'est passionnant. C'est quand même conceptuel d'arriver à faire ça. Oui, je ne sais même pas d'où est venu. Je cherche toujours un petit prétexte dans le mag, mais celui-là, je l'écrivais chez moi, à côté de mon armoire. C'est elle qui, je pense, qui a insisté par sa présence massive à chaque fois que j'écrivais l'édito, de me dire un jour tu parleras de moi. Et ça raconte quoi, cette armoire ? Ça raconte qu'elle a appartenu à d'autres avant moi, qu'elle a été chez ma grand-mère, la même que les coquelicots, et puis chez une autre dame avant. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai fait une enquête extrêmement poussée. Enfin, j'ai envoyé un texto à ma mère qui m'a raconté un peu l'histoire de l'armoire. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de... Enfin, je sais pas... Attachement pour un mobilier qui finalement traverse le temps. Et qui, lui, a contenu plein de choses différentes. Avant d'avoir les verres Pokémon que j'ai aujourd'hui, avant, il a contenu les livrets politiques, il y a 100 ans de ça, d'une institutrice engagée à Agen. J'ai donc appris en faisant cette enquête. Et du coup, je pense que ça a parlé à plein de gens qui ont des meubles chez eux et certains m'ont écrit pour me dire « Tiens, j'ai réfléchi à d'où venait tel ou tel meuble que j'avais chez moi ».
Ce que vous racontez, ce sont des morceaux de vie, on le voit, Nicolas Espitalier, et qui nous parlent à tous. Alors moi particulièrement, page 19, dans cette nouvelle qui s'intitule Cris et gare. Dans la gare de toutes nos gares, un souvenir peut en cacher un autre. Voie 4, le TER 1508 à destination d'un bonheur incertain va démarrer dans 5 secondes. On ne sait pas s'il faut y monter, on sait juste qu'il ne passera pas 2 fois. Cette phrase, on pourrait la lire et la relire, je ne m'en remets pas, parce qu'en fait, elle nous parle. On a tous connu un moment charnière comme ça, Oui. qui change finalement le cours des choses. C'est un peu l'idée, enfin, c'est en les reliant et en les voyant sous forme de livre aujourd'hui que je trouve un peu le sens de ce que je fais chaque semaine au fil de l'eau. Là, il y a des petits instants, des petits moments extrêmement puissants qu'on vit comme ça, et c'est peut-être une façon de ne pas les laisser filer que d'essayer de trouver les mots pour les fixer, pour les garder, comme on mettrait une étincelle sous cloche, quelque chose comme ça. Comme une étincelle sous cloche. C'est le titre alternatif que j'avais trouvé pour Vertige Coquelicot, mais finalement, mon éditrice m'a convaincu de garder Vertige Coquelicot. C'était bien aussi, une étincelle sous cloche, très jolie aussi. On découvre que vous êtes un grand nostalgique. Alors, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ma vision. Quand même, les cartes routières, par exemple, les cartes routières, surtout les bleues, dites-vous, celles au 25 millième. Ouais. Devant une carte, on est randonneur, poète, alpiniste, on plante une punaise de couleur là où s'est produit quelque chose, un baiser, un accident, et ça laisse sur la carte de petits trous que rien ne bouchera. Une carte, ça dit tout ça. Ouais. En fait, j'aime bien la mémoire des objets finalement, parce que c'est un peu la même chose que l'armoire, là aussi. Je conteste pas la nostalgie, hein, puisque j'ai même plutôt tendance à l'assumer, mais c'est mal vu d'être nostalgique, mais peut-être, je sais pas, moi, ça me dérange pas d'être nostalgique, je trouve ça important, et j'aime bien les petits objets qui gardent le souvenir de quelque chose, et là, les cartes routières, avant qu'on ait les smartphones où on peut désormais zoomer, savoir où on est. Ça laisse des traces. Voilà, avant, on dépliait des trucs et on regardait pendant des heures où est-ce qu'on était. On suivait du bout du doigt la petite départementale et c'était pas plus mal. Le spleen de province, les trains pour Montparnasse, le confluent de Limeuil, ce sont des titres de ces nouvelles. Grande déclaration d'amour pour le Sud-Ouest notamment. Un peu comme Dali d'ailleurs et sa gare Perpignan qui était son centre du monde. Tout à fait. Vous, Limeuil, c'est votre centre du monde. Oui, ça va avoir tendance à le devenir puisque maintenant que je l'ai mis en avant dans ce livre à ce point, en plus c'est rigolo, je me suis rendu compte en venant dans le train pour Montparnasse, du coup, pour venir nous voir, auquel j'ai consacré aussi un chapitre, un édito. Donc pour venir vous voir, j'y pensais, je me disais... si elle m'attaque sur le chauvinisme, la province, tout ça, je suis prêt. Qu'est-ce que vous aviez prévu comme réponse voilà, je peux la sortir, ma punchline que j'ai trouvée entre Angoulême et Poitiers. Non, en fait, on a tous retenu la phrase de Brassens sur les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, ce qui est une façon de moquer le chauvinisme et qui est légitime. Et en même temps, ce n'est pas une raison pour devenir des imbéciles heureux qui croient qu'ils sont nés nulle part et qui viendraient de nulle part. Ça serait un peu oublié. Qu'il a aussi écrit Supplique pour être enterré sur la plage de Sète et qu'il avait beau être fustigé les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Lui, il était né quelque part et il avait de l'amour pour ce lieu, il l'écrit là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce confluent de Limeuil qui finit par disperser ses cendres à l'endroit où on a fait des ricochets, ça aurait de la gueule, je pense que c'est à peu près ça à la fin. C'est un peu ma supplique pour être enterré sur la plage de Sète, sauf que sur la mienne, il y a des galets et c'est le bord de la Dordogne et de la Vézère. Un joli hommage, mais des récits universels. On peut tous avoir un Limeuil, qu'on soit à Los Angeles, à Marseille, à Bordeaux ou à Lille ou en Suède. Je ne sais rien. Pas moi qui pose votre prochain édito, j'étais à 2 doigts de vous demander où était votre confluent de Limeuil. Votre prochain édito, c'est samedi, demain, on peut le lire. C'est sur quoi, très rapidement? Oui, c'est sur quoi? Comme je l'écris 15 jours avant, je l'oublie, c'est sur la... Alors là, c'est encore pareil, c'est un peu... Finalement, j'ai des obsessions. C'est sur la mémoire des lieux, sur l'histoire du mètre carré sur lequel on est assis. Qu'est-ce qui a pu se passer depuis 4,5 milliards d'années ici? Des éruptions, des micro-cellules qui ont vécu, des dinosaures qui ont posé leurs pattes. Passionnant, on va lire ça demain. Merci à vous, Nicolas Espitalier. Vertige Coquelicot, voilà un petit livre à mettre dans toutes les bonnes valises pour cet été. Tout de suite, c'est-à-dire une émission consacrée aux variants Delta qui pourraient nous empoisonner la vie. Moi, je vous souhaite un très bel été. Je voulais bien sûr donner une grande pensée et un grand salut à mes acolytes de rêve, Benjamin Claude, Guillaume Cauchois, qui m'ont suivi toute l'année. Guillaume, mon complice de choc sur cette émission. Moi, je vous dis à la rentrée.